à voir le grand portrait. Their whole self. Et nous ne sommes pas habitués à regarder nos étudiants comme un tout. Nos étudiants se voient, nos étudiants de langue seconde, je prie, c'est quoi le mot que je cherche? Je précise, se voient comme des étudiants qui ne sont jamais à la hauteur de la tâche. Et nous les voyons comme des étudiants. Parfois, on n'est pas certain pourquoi ils sont là. Hein? On est des chiens de garde de la langue française. C'est une de nos mauvaises habitudes. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut regarder ce phénomène. Donc, je demande à mes étudiants de réfléchir de plus en plus de qui ils sont devant la tâche de devenir enseignants de langue seconde. La diversité de notre population estudiantine nous invite à s'arrêter devant les réalités complexes de ces étudiants ayant une maîtrise de langue française très variée. J'avais devant moi une étudiante très très forte en langue. Je vous dirais qu'elle provenait du Québec, une unilingue francophone, qui était d'une transparence dérangeante lorsque les étudiants intervenaient, les étudiants anglophones intervenaient dans le cours. Et c'était un comportement non verbal visible. Vous savez, tout le corps qui se tortille comme ça. Elle s'appelait, je vais l'appeler Marianne, et elle était très frondeuse. Et puis elle me disait toujours, pourquoi tu les corriges pas toujours? Puis je comprends pas, qu'est-ce qu'ils font dans notre cours? On perd notre temps, blabla. J'ai dit, Marianne, demain, tu t'assoiras derrière. Elle m'a regardé. J'ai dit oui. On ne peut pas avoir ce comportement dans un contexte comme celui-ci. Là où j'enseigne, il y a le respect des autres. Je comprends ce que tu essaies de me dire, mais tu vas t'asseoir derrière. Elle me dit, tu n'as pas le droit de me dire où m'asseoir. Je dis, je vais t'inviter à t'asseoir derrière. Et elle s'est assise derrière. Et elle me regardait et elle me détestait pour longtemps, jusqu'à la fin du cours où elle a compris, il n'y a plus que la précision de la langue. Ces gens-là arrivent avec un bagage d'expériences vécues, bonnes, mauvaises, difficiles, mais elles sont là et elles appartiennent comme moi dans cette salle de classe. Et à la fin, elle a fait un témoignage verbal pour ses collègues au dernier cours. Et c'est comme ça que je trouve à m'intéresser à la question d'identité de plus en plus. La question identitaire était jusqu'à récemment perçue comme étant stable, un phénomène fixe à l'intérieur d'une personne qui contrôlait ses actions et sa compréhension du monde dans le contexte dans lequel il évolue. Elle n'était jamais changée par le contexte externe. L'on croyait même que l'identité de la personne, que ce soit une identité culturelle ou autre, n'était remise en question que lorsqu'elle était menacée, et que ce qui semblait être stable et fixe était déplacé par une expérience qui nous amenait à douter ou à se sentir incertain face à une expérience. Le fait que l'identité change, évolue, veut dire qu'une personne doit continuellement négocier son soi. Parce que nous possédons plus d'une identité, nous devons travailler à maintenir notre soi lorsque nous traversons les frontières de cultures variées. Parce que nous ne percevons plus l'identité comme phénomène stable et fixe, mais plutôt comme fluide et dynamique, cela deviendra une question importante pour chaque personne à un moment donné de sa vie. Cela peut s'avérer vrai pour ceux qui se retrouvent dans une situation de et ou de multilinguisme, où ils vivront dans des milieux culturels différents pendant leur vie. Étant bilingue, je me suis toujours identifiée comme une francophone. Mais je traverse les frontières.
je me rends compte que je ne suis pas pareille avec tout le monde. J'ai un comportement autre. Et j'ai une amie que j'invite toujours à mes fêtes. J'aime beaucoup recevoir les gens. Et je reçois rarement qu'un couple. Si je sors ma belle vaisselle, j'invite beaucoup de gens. Et j'aime beaucoup inviter des francophones, des anglophones, des noirs, des musulmans, n'importe qui m'aime, n'importe qui que j'aime. Et elle s'assoit sur le divan et elle me regarde accueillir les gens. Chez moi, quand on ouvre la porte, on est dans la maison. C'est un grand salon à grand plafond et on ne se cache pas dans cette maison-là. Alors, elle se plaît à me regarder accueillir les gens. Alors, quand j'ai des amis anglophones, elle me dit, tu es tout à fait correcte. Tu leur serres la main gentiment, tu prends leurs choses et tu leur fais pas toujours la bise. Et si c'est une bise, c'est pas poli. Les francophones, oh là là, elle dit, la bouteille de vin par terre, c'est le câlin, la grande caresse. Et ça m'a amené à réaliser que moi, qui avais cette identité si fixe, je me vois traverser les frontières, aller au-delà. Alors, je travaille dans mes cours à bien comprendre ceci. Selon Pavlenko et Lentov, les identités n'existent pas à l'intérieur des personnes elles-mêmes, mais sont construites entre elles lorsqu'elles sont en interaction. Alors, ces deux chercheurs vont beaucoup m'influencer, je pense, d'ici la fin de ma carrière. Et j'aimerais vous parler à ce moment d'une étude qui a été faite à notre campus par une collègue, une très très récente nouvelle jeune professeure, Rochelle Scogan, qui elle s'est interrogée sur l'expérience de nos étudiants lors de son doctorat. Et sa conclusion, c'était d'essayer de comprendre les groupes d'affinités. Parce que là, on a compris qu'on a des groupes d'affinités. Autrefois, le campus Saint-Jean, c'était un campus francophone. Tout le monde était francophone. Québécois, internationaux, peut-être. Mais là, elle s'est vraiment intéressée aux étudiants en immersion. Et elle a trouvé que les groupes d'affinités sont très importants, mais on doit trouver un groupe, on doit créer un groupe d'altérité, ce qu'elle appelle en anglais « others ». C'est au centre, tout le monde devra trouver sa place. Tout le monde devra avoir une place au centre de ce contexte. Donc, cette identité, cette langue, cette culture, elle crée une solidarité. Et en fait, on est en train de créer des conditions de réciprocité. On est capable de s'enrichir de quiconque possède le français. J'ai aussi eu une très mauvaise expérience avec un charmant monsieur international, qui vient de l'international, qui a dit, en plein cours, à une étudiante anglophone, « Tu ne devrais pas être ici ». Et c'est là que j'ai sorti mon bâton de parole. Je ne sais pas si vous connaissez la pratique de bâton de parole. C'est une pratique que j'utilise, que j'emprunte des Amérindiens. Et c'est un travail qu'on fait en cercle. Et j'ai dit à ce monsieur-là, quand tu auras le bâton, tu pourras parler de ta vérité. Mais tu n'as pas le droit de parler de la vérité des autres. Et petit à petit, lui aussi, il est arrivé à comprendre qu'il y a des choses, toutes vérités sont bonnes, mais ne sont pas bonnes à dire. Alors, c'est ça qu'on vit dans notre contexte multiculturel, multilinguistique.